Au crépuscule d'un soir d'automne alors que le soleil déclinait. Peignant le ciel d'un rougeard mêlé de nuances d'or, le DR Meyer Gilson glissait au volant de ce modeste de civique à travers les avenues ombragées. De Oakwood Drive, ce quartier de Jefferson County, où les pelouses impeccablement taillées s'étendaient devant d'imposantes demeures coloniales, était encore une nouveauté pour elle, après 15 années d'un labeur acharné, ponctué de nuits blanches dans l'intimité feutrée de son laboratoire. Maï avait enfin réalisé son rêve d'acquérir une maison pour se havre d'élégante. Un mois plus tôt seulement, à 18h45, un coup d'œil se montre lui rappelle qu'elle était en retard pour le dîner avec ses mères. Ses plus fidèles alliés dont le soutien indéfectible avait porté ses ambitions depuis l'enfance. Les journées au centre de recherche avaient débordé. Comme souvent, mais chaque minute supplémentaire s'était justifiée par une percée majeure dans les thérapies de régénération cellulaire. Un travail qui pourrait un jour sauver des millions de vies. À 42 le biochimiste de renom incarnait la persévérance et l'excellence. Des qualités forgées par des années de défis surmontés de préjugés bravés, sa voiture. Sans prétention de refléter son humilité, bien tout luxe ostentatoire pour elle. Seulement la satisfaction d'un travail bien fait et les chaleurs d'un foyer qu'elle pouvait enfin appeler le sien en approchant de l'intersection de Maple et Peel bordée de chênes centenaires. Maïl immobilisait son véhicule avec une précision méthodique, au coup de rail. Avec ses enfants riant dans les jardins et ses rues paisibles. Exige une vigilance constante, la sécurité pour elle n'était pas négociable, elle scrutait soigneusement de la gauche puis de droite, s'assurant que les voies étaient libres, alors qu'elle avançait. Un éclat soudain de lumière rouge et bleue perçait l'obscurité dans son rétroviseur, son cœur s'accélérait légèrement, non pas de peur, mais d'une intuition aiguisée par des expériences passées. Quelque chose n'allait pas mieux se garer sur le bas-côté. Ses mains adoptent instinctivement la position 10 et 2 sur le volant. Un réflexe ancré par le conseil de son défunt père. Restez redimir tiens-toi prête, dans le silence tendre qu'elle attendait. Les yeux rivés sur le rétroviseur tandis que l'ombre d'un officier approche. Sa lampe torche balaye l'habitacle. Ce moment en apparence anodin allait bientôt se révéler bien plus qu'un simple contrôle routier, sans le savoir. Maillet s'apprêtait à déclencher une tempête qui ébranlerait les fondations d'un système. Transforme d'un instant fugace en un catalyseur de justice, sous le ciel crépusculaire, alors que les premières étoiles perçaient l'horizon. L'histoire du DR Meyer Gilson prenait un tournant inattendu. Près de faire trembler beaucoup de rails au-delà, le contrôle routier avec un calme exerceux. Maillet se rangeait sur le côté de les routes et ses mains se placèrent position 10 et 2 sur le vol. Une habitude que son père lui avait enseignée il y a des années, elle observait dans son rétroviseur. Latéral, l'officier James Peterson s'approche le faisceau de ses lampes torches balayées dans sa voiture. Permis carte grise, dit l'officier sans prendre les peines de salut, sans ton était sec. Professionnel mais froid, bien sûr officier, répondit Maïl Polime. Quand de lentement les mains vers les boîtes à gants, puis-je vous demander pourquoi je suis arrêté? Le faisceau de la lampe de l'officier Peterson glissait sur son visage. Puis sur sa carte d'identité du laboratoire accrochée au rétroviseur, vous avez grillé le panneau. Stop à l'intersection de Maple et Peel, les sourcils de Maïl s'haussèrent légèrement. Officier, je suis certaine de m'être complètement arrêté, je le fais toujours. Surtout dans les zones résidentielles, l'expression de l'officier reste inchangée. Madame, êtes-vous en train de dire que je me trompe, sans-on porter une pointe de défi? Pas du tout. Officier, répondit Maïl, gardant son sang-froid. Je ne fais que relater ce que je sais avoir fait, peut-être pourrions-nous vérifier s'il y a des images de caméras de circulation. Les mâchoires de l'officier Peterson se crispaient. Ce n'est pas des bêtes, madame, et que faites-vous exactement dans ce quartier? La question reste un suspect, ses implications claires. Maïl prit une profonde inspiration. Luttons contre les vagues familières de frustration, j'habite ici. Officier, 1542 Oakwood Drive, j'ai emménagé le mois dernier. Les sourcils de l'officier s'haussèrent légèrement alors qu'il examinait son permis. L'adresse correspondait. Pourtant il prit son temps pour vérifier ces informations. Laissa Maïl attendre pendant 15 longues minutes, lorsqu'il revint enfin. Son attitude n'avait pas changé. Je vous délivre une contravention pour avoir grillé un panneau. Stop, l'amende est $250 payable dans les 30 jours, vous pouvez se les payer. Souhaitait contester en justice, il lui tendit le ticket par la fenêtre, mais il acceptait le papier. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peu. Mais d'une colère contrôlée, elle avait déjà fait face à ce genre de traitement auparavant. Mais cela ne devenait jamais plus facile. En tant que scientifique, elle travaillait avec des faits d'épreuve. Il savait avec une certitude absolue qu'elle s'était arrêtée ce panneau. Merci. Officier, dit-elle calmement, je vais contester cette contravention. L'officier Peterson hausse les épaules, c'est votre droit. Bonne soirée, madame. Il tourne les talons de retourner ses voitures de patrouille. Maï reste immobile un moment après son départ. Rassemblant ses pensées, son téléphone vibrait, un message de sa mère demandant si tout allait bien. Elle était maintenant en retard de 20 minutes pour le dîner, en regardant le ticket dans ses mains. Maï prit une décision. Elle ne laisserait pas cet incident passer peu cette fois. Elle démarrait prudemment. Poursuivre son trajet vers la maison de sa mère, les rues familières de son quartier d'enfance. Contrastait fortement avec Oakwood Drive conduisant. Maï pensait son défunt père qui lui avait toujours appris à défendre ce qui était juste.
Mais faire avec dignité et intelligence furent ce garant de l'allée de ses mères. Maï redressait les épaules, il combattrait cette contravention non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été injustement ciblés. Elle ignorait encore que ce simple contrôle routier déclencherait des événements qui remettraient en question non seulement les préjugés d'un officier, mais les présomptions de tout un système à son sujet, en marchant vers les portes d'entrée de ses mères. Maï planifiait déjà son apparition au tribunal, et elle n'avait aucune idée que 2 semaines, elle ferait des gros titres pour des raisons bien au-delà d'une simple contravention contestée au tribunal. Et 2 semaines plus tard, 2 semaines après l'incident routier, Maï gravit les marches de granit du tribunal du comté d'Efferson. Le soleil matinal se reflétait sur les hautes fenêtres du bâtiment, les feux sont brillés comme de l'or. Elle venait directement de son laboratoire, où elle avait travaillé depuis l'aube sur ses recherches révolutionnaires sur le cancer. Elle portait des vêtements simples, un pantalon noir, une chemise bleue boutonnée, des chaussures confortables. Ses blouses de laboratoire étaient restées dans sa voiture. À l'intérieur du tribunal, le bourdonnement matinal des activités emplissait l'air. Les gens allaient et venaient, leur paix résonnant sur les sols de marbre. Les gardes de sécurité dirigeaient le feu. Les avocats passaient en hâte avec leurs mallettes, et des personnes de l'air qui attendaient sur des points pour pour leur tour devant le juge. Maï rejoignit le fil de sécurité. Observe les gens devant elle passer par le détecteur de métaux. Lorsqu'arrive son tour, elle remarqua que les yeux du garde s'attardaient sur elle un peu plus longtemps que nécessaire. Elle place son téléphone de sécurité et son sac dans le bac au plastique. « Passez, dit le garde. » Se voit pourtant un ton que Maï connaissait trop bien, récupère ses affaires de l'autre côté. Elle vérifiait le papier dans ses mains. Salle d'audience 302. Juge William Harford président. Elle avait fait des recherches sur le juge Harford qu'on l'appelait. Visage de pierre, raison de son expression sérieuse et de ses manières strictes au tribunal. Il était juge depuis 20 ans et était connu pour diriger ce salle d'audience comme un navire bien tenu. L'ascenseur jusqu'au 3e étage était bondé. Maï remarquait que les gens s'écartaient légèrement d'elle, créant un petit cercle vide de l'espace encombré. Une femme blanche âgée serrait son sac plus fort. Maï avait obtenu un doctorat, réalisé des découvertes révolutionnaires dans les recherches sur le cancer, acheté une maison dans un quartier piétonné. Des moments comme ceux-ci les suivaient partout. Les salles d'audience 302 étaient déjà animées. Lorsque Maï entra, elle trouvait une place au dernier rang. Sortit son téléphone et vérifiait ses courriels. Il y avait un message important du comité Nobel qui demandait son attention. Mais cela devrait attendre, son affaire était prévue pour 9h30. En attendant, Maï observe le juge Harford traiter d'autres cas. C'était un homme gras, aux cheveux gris, aux lunettes, monture métallique, probablement au début de la soixantaine. Ses robes noires semblaient le rendre encore plus imposant. Il parlait d'une voix grave qui imposait l'attention. Et Maï remarqua qu'il était particulièrement dur avec les personnes qu'il jugeait irrespectueuses. « Levez-vous tous !» cria-lui alors que l'horloge sonnait 9h30. Le tribunal des infractions routières du comté d'Efferson est maintenant en possession. Présidé par l'honorable juge William Harford, Maï observait tandis que qu'après était appelé. La plupart des gens payaient simplement leurs amendes et partaient. Quelques-uns tentaient de défendre leur cas, mais le juge Harford montrait peu de patience pour les excuses. Il semblait particulièrement irrité par ceux qui mettaient en doute les paroles des officiers de police. Enfin, le greffier annonce le dossier numéro 247 Hutchinson contre les têtes de feu. Infraction routière pour non-respect d'un panneau stop. Maï se levait, marcha vers l'avant de la salle d'audience. Ils pouvaient sentir tous les regards sur elle alors qu'elle avançait. Les néons bourdonnaient au-dessus. Et quelqu'un touche au fond de la salle. Mademoiselle Hutchinson, dit le juge Harford, regardant son dossier sans vraiment les regarder. Vous contestez une contravention pour avoir grillé un panneau stop. Le rapport de l'officier Peterson indique qu'il vous a vu ne peut vous arrêter complètement. L'intersection de Maple-Épine et Bookwood High. Comme nous plaidez-vous, non coupable. Votre honneur, répondit Maï clairement. Et CDR Hutchinson. Le juge Harford levait les yeux brusquement. Ses corrections. Ses yeux se plissent légèrement rencontrant les siens. Les salles devinrent encore plus silencieuses. Si cela était possible, Maï pouvait presque sentir les tensions dans l'air. Très bien. Dr. Hudson, dit-il, mettre un accent inhabituel sur son titre d'une manière qui n'était pas entièrement respectueuse. Expliquez au tribunal pourquoi vous pensez que l'observation de l'officier Peterson était incorrecte. Maï soutint droite, c'est vous l'assurer. Des années représentées de recherche lors de conférences internationales lui avaient appris. Parlez avec confiance, votre honneur, je me suis complètement arrêté à cette intersection. Comme je le fais toujours, j'habitais beaucoup de rails depuis un mois maintenant. Et je suis très prudente concernant le respect de règles de circulation. Surtout dans les zones résidentielles. L'expression du juge Harford se durcit. Il n'aimait que l'IP sous ton assure, ce qui se passait. Ensuite changerait non seulement la vie de Maï, mais aussi la compréhension de tout le tribunal des présomptions et des préjugés. Mais ce moment elle te face au regard sévère du juge. Maï ignore qu'elle était sur le point de devenir le centre d'une histoire qui ébranlerait les fondations du système judiciaire local. L'affrontement au tribunal et la tension dans la salle d'audience 302 s'épaissit alors que le Dr. Maï Hudson se tenait devant le juge Harford. La lumière matinale traversant des hautes fenêtres n'adoucissait rien l'atmosphère froide.
L'intérieur, D.R.J. Hudson, dit le juge Harford. Mettre à nouveau un axe inhabituel sur son titre. Suggérez-vous que l'officier Peterson ne dit pas la vérité? Il se penche en avant dans son fauteuil. Ses lunettes de lecture posées pèsent sur son nez, mais il prit une inspiration mesurée avant de répondre. Non, votre honneur, je ne fais que relater les faits tels qu'ils se sont produits. J'ai des preuves que j'aimerais présenter. Le juge Harford balayait les mains d'un geste dédaigneux. Des preuves d'une simple affaire d'infraction routière? Quelques rires étouffés résonnèrent au fond de la salle. Votre honneur, poursuivit May. Se voix ferme, il tendit les mains vers son dossier et sortit plusieurs documents. J'ai des photographies de l'intersection montrant que le panneau stop est partiel ne cachait pas des branches envahissantes. J'ai également des données de mon système GPS de voiture prouvant mon arrêt complet de cette intersection. Lui ici recueillit les documents et étendus au juge Harford. Le juge y jetait à peine un coup d'œil avant de mettre de côté. D.R.J. Hudson, dit-il. Se voit teintée d'irritation que ce tribunal est traité des milliers d'infractions routières. L'officier Peterson est un officier d'écorce avec 15 ans d'expérience, et tout. Quelqu'un qui vient d'emménager au Coudrail le mois dernier. En train de me dire comment diriger la salle d'audience, et Maillet sentit son cœur battre plus vite. Mais se vous restez calme, non votre honneur. Je ne fais qu'exercer mon droit de présenter des preuves pour me défense. Un muscle tressaillit. Dans la mâchoire du juge Harford, toute la salle pouvait sentir son agacement croissant. La greffière du tribunal arrêtait de taper ses doigts plaindre au-dessus du clavier. Dites-moi. D.R.J. Hudson, dit le juge Harford en levant ses lunettes. Que faites-vous exactement dans la vie? Puisque vous semblez si attaché à votre titre, je suis biochimiste. Votre honneur, je dirige de recherche sur les thérapies de régénération cellulaire à l'Institut central de recherche, une scientifique. Dit le juge Harford avec un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Alors, vous devriez comprendre l'importance de l'autorité et du respect des règles. Maillet se redressa, votre honneur conscient. Nous suivons les preuves et les faits, c'est exactement ce que je tente de présenter aujourd'hui. Le visage du juge s'assombrit. Nous donnez-vous une leçon sur les preuves et les faits dans notre propre salle d'audience? Sa voix s'éleva légèrement. Plusieurs personnes pour l'audience se déplacèrent inconfortablement sur leur siège. Bon. Votre honneur, je silence. Les voix du juge Harford tonnaient dans les salles, il saisit son marteau. Je trouve votre attitude irrespectueuse envers ce tribunal et les forces de l'ordre. Non. Seulement je vous déclare coupable de l'infraction routière. Mais je double également l'amende pour outrage au tribunal. Les mains de Maillet se resserrèrent. Sur le bord du pupitre, mais elle garda son sang-froid. Votre honneur est avec tout le respect. Je ne pense pas que ce soit juste. Le visage du juge Harford était maintenant légèrement rouge. Laissez-moi vous parler de justice D.R.J. Hudson. Ce qui n'est pas juste, c'est de venir dans mon tribunal et de remettre en question l'intégrité de nos officiers de police. Ce qui n'est pas juste, c'est votre attitude irrespectueuse et votre tentative de compliquer une simple infraction routière. Avec des preuves inutiles, il griffonna quelque chose sur un papier. L'amende initiale était $250, avec l'accusation d'outrage. Vous devez maintenant $300, payer le bureau du greffier avant de quitter le bâtiment. Affaire suivante. Maillet restait immobile un instant. Son esprit s'emballa, en toutes ces années de faire face à la discrimination. Cela semblait différent, cela se passait dans un lieu censé rendre la justice. Votre honneur, dit-elle calmement mais fermement. Je voudrais faire appel de cette décision. Le juge Harford levait les yeux brusquement. Vous pouvez déposer un appel auprès du greffier. Mais je vous préviens, D.R.J. Hudson. Continuer avec cette attitude ne fera qu'entraîner plus d'amende, comprenez-vous? Maillet hocha lentement la tête. Votre honneur, je comprends parfaitement, il y avait quelque chose de son ton qui fit hésiter le juge Harford. Mais il passait rapidement à l'affaire suivante, alors que Maillet sortait de la salle d'audience. Elle ignorait que ce moment pressait. Son téléphone se remplissait d'appels manqués et de messages, elle ignorait que quelques minutes plus tôt, une annonce à Stockholm avait déclenché une chaîne d'événements qui transformerait cette petite confrontation au tribunal en quelque chose de beaucoup plus grand. Elle se dirigeait vers le bureau du greffier qui était haute. Ignora les murmures et les regards autour d'elle, dans son esprit. Elle planifiait déjà son appel, mais le destin avait d'autres plans pour les suites de cette histoire. L'heure suivante changerait toutes les révélations. Le D.R.J. Hudson attendait Pignon. Bureau du greffier, serrant son portefeuille alors qu'elle se préparait à payer l'amende injuste, le rôle du premier étage du tribunal était animé par le foule matinal habituel. Mais quelque chose semblait différent. Les gens regardaient leur téléphone plus que d'habitude. Il y avait un bourdonnement inhabituel dans l'air, derrière le comptoir de paiement. Une jeune greffière nommée Sarah fixait son écran d'ordinateur. Les bouches légèrement ouvertes, elle jetait des regards Maillet puis revenait de son écran. Chuchota de sa collègue. Maillet le remarqua mais l'ignore. Elle était habituelle ce que les gens agissaient étrangement autour d'elle. Soudain de grands téléviseurs fixés dans le rôle du tribunal, qui diffusait habituellement des nouvelles locales et la météo. Passait d'une alerte d'actualité, le volume était bas. Mais le bandeau au bas de l'écran était clair. Prix Nobel de chimie décerné à des scientifiques américains Dr. Mayer Judson, le rôle de 20.
Silencieux, tous les regards se tournèrent d'abord vers le téléviseur, puis vers Maï, qui était encore concentrée sur le comptage des $300 liquides, elle n'avait pas encore remarqué le tumulte. Le Dr. Gibson révolutionnait le traitement du cancer avec ses travaux révolutionnaires sur les régénération cellulaire, disait le présentateur. Ces découvertes pourraient sauver des millions de vies dans le monde entier, un garde de sécurité laissait tomber ce tasse de café. Le bruit de celle-ci frappe le sol résonnant au drôle désormais silencieux, c'est alors que Maya levait enfin les yeux, elle vit son propre visage sur l'écran du téléviseur. Une photo professionnelle de la conférence de recherche de l'année dernière, en dessous. Les mots qui changeraient sa vie à jamais. La plus jeune femme afro-américaine remportait le prix Nobel de chimie, son téléphone qu'elle avait mis en mode silencieux pour le tribunal vibrait sans arrêt dans son sac. Elle comprit maintenant pourquoi elle avait tant d'appels manqués de messages plus tôt. Mon Dieu, murmurait Sarah le greffier, se levant de sa chaise, vous êtes elle. Vous êtes le Dr. Gibson, lauréat du prix Nobel. Les gens au rôle commencèrent à sortir leur téléphone. Prenant des photos et des vidéos, les murmures s'amplifièrent. Quelqu'un au fond commença à applaudir et bientôt tout le rôle se joignit lui, Maït restait submergé par l'attention soudaine, son esprit tournoyé, il y a seulement 15 minutes. Elle avait été traitée comme une criminelle dans la salle d'audience 302. Maintenant, les gens la traitaient comme une célébrité, une journaliste qui couvrait une autre affaire, se précipitait avec son micro, Dr. Gibson. Comment vous sentez-vous après avoir remporté le prix Nobel? Et pourquoi êtes-vous ici au tribunal aujourd'hui, avant que Maï puisse répondre? D'autres journalistes commencèrent à affluer par les portes du tribunal, les nouvelles s'étaient répandues rapidement, les flashs des caméras jaillissaient de partout, au 3e étage. Le juge Harford était encore dans ce salle d'audience lorsque son greffier se précipitait avec un iPad, votre honneur, murmura-t-il d'urgence lui montrant l'écran que vous devez voir ça. Le visage du juge devint pâle lisant des nouvelles, il se souvenait de la manière dont il venait de la traiter comme il avait rejeté ses preuves. Double son amante et remis en question sa crédibilité. Tout ce temps. Il avait parlé de manière condescendante à quelqu'un qui venait de recevoir la plus haute distinction scientifique de l'humanité. Dans le roc, Maï trouvait enfin sa voix. Je suis désolé, dit-elle à de foule grandissante. Mais je dois d'abord passer un appel à ma mère, alors qu'elle s'écartait pour appeler ses mères. Elle entendait les gens parler de ce qui s'était passé dans les salles d'audience, quelqu'un qui avait assisté à la scène racontait déjà aux journalistes comment le juge Harford l'avait traité. L'administratrice du tribunal, une femme grande en tailleur gris, sortit courant de son bureau. Dr. Gibson, appela-t-elle, venez avec moi. S'il vous plaît, nous allons régler cela immédiatement. Maï levait les mains poliment, merci. Mais je dois d'abord terminer cet appel avec ma mère, c'est elle qui est toujours cru moi, qui a travaillé 3 ans pour me mettre à l'université. Ce moment lui appartient aussi. Alors que Maï parlait tranquillement au téléphone avec sa mère, des larmes de joie coulent sur leurs joues. L'histoire de ce qui s'était passé dans les salles d'audience 302e se répandait déjà sur le réseau social. Les caméras de sécurité avaient tout capturé, et bientôt le monde entier verrait comme l'une lauréat du prix Nobel avait été traitée dans un petit tribunal de circulation d'une petite ville. La journée était loin d'être terminée. Le pire moment du juge Harford allait devenir une nouvelle nationale, mais pour l'instant, Maï se tenait dans le rôle tenant son téléphone. Écoute, sa mère pleurait de joie tandis que les journalistes et le personnel du tribunal attendaient respectueusement qu'elle termine son appel le plus important. L'onde de choc, les nouvelles de ce qui s'était passé dans les salles d'audience 302 se répandit comme une traînée de poudre. Midef, toutes les grandes chaînes d'information avaient repris l'histoire. Lauréat du prix Nobel amendé pour son attitude au tribunal des infractions routières, les réseaux sociaux explosaient avec des clips vidéo des caméras de sécurité du tribunal. Montre comment le juge Harford avait traité de Dr. Maï Gibson, à l'intérieur de son bureau. Le juge William Harford était assis, son bureau de visage enfoui dans ses mains. Son écran d'ordinateur affichait des dizaines de notifications d'emails. Et son téléphone ne cessait de sonner. En dehors de ses portes, des journalistes se rassemblaient, tous voulant son commentaire sur les événements du matin. La secrétaire du juge Harford appela l'interphone que le juge en chef est en ligne, il dit que c'est urgent. Le juge tendit la main vers son téléphone d'une main tremblante. Il connaissait le juge en chef. Depuis 20 ans et jamais il n'avait entendu une telle déception dans les voix de son vieil ami. Pendant ce temps, l'officier Peterson qui avait rédigé les contraventions initiales faisait face à sa propre tempête au poste de police. Le chef de police l'avait convoqué dans son bureau après avoir visionné les images de la caméra corporelle du contrôle routier. La vidéo montrait clairement que Dr. Gibson s'arrêtait complètement à l'intersection. Rends-tu compte de ce que tu as fait, demanda le chef, pointant du doigt de téléviseur où les chaînes d'information diffusaient l'histoire boucle. Non seulement tu as rédigé une contravention injustifiée, mais tu as ciblé quelqu'un qui vient de remporter le prix Nobel, dans le rôle du tribunal. La scène s'était transformée en quelque chose entre une conférence de presse et une célébration. Le Dr. Gibson se tenait calmement au centre de tout cela. Répondre aux questions avec les mêmes grâces qu'elle avait montré le tribunal plus tôt. Dr. Gibson, allez-vous porter plainte? Cria un journaliste. Maïta ajusta ses lunettes.
Réfléchissant, ce n'est pas le propos d'une plainte. Répondit-elle, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui arrive aux personnes de couleur tous les jours, les seules différences. Et que j'ai remporté un prix Nobel, donc maintenant des gens font attention. Ces mots frappèrent fort, le personnel du tribunal qui avait assisté à tout cela se regarda avec malaise, Sarah. La greffière qui avait été prête encaisse l'amende de Maï plus tôt. Sentit des larmes dans ses yeux, l'administratrice du tribunal avait déjà annulé toutes les affaires restant du juge Harford pour la journée, dans son bureau. Elle rédigeait une proposition d'urgence pour une formation obligatoire sur les billets pour tout le personnel du tribunal des juges aux gardes de sécurité. Le téléphone du DRJ se continuait de vibrer avec des messages du monde entier. Le comité Nobel avait envoyé une déclaration officielle condamnant le traitement qu'elle avait reçu. Des universités appelaient pour lui offrir des engagements de conférences sur son expérience. Des organisations de droits civiques voulaient collaborer avec elle. Mais le moment le plus puissant vint lorsqu'une femme noire âgée se frayait un chemin à travers le foule pour atteindre Maya. Il portait une épaisse enveloppe Kraft, DRJ Hudson. Dit le fab, sa voix tremblante. Je suis Madame Hanson, le juge Harford inflige une amende à mon petit-fils le mois dernier pour avoir semblé suspect en attendant un bus. Nous n'avions ni l'argent ni le pouvoir pour nous battre, mais peut-être maintenant Maï est pris. Les mains de Madame Hanson vont essayer l'enveloppe Kraft entre elles. Racontez-moi tout, dit-elle doucement alors que les caméras tournaient, fin d'après-midi. Des histoires similaires affluaient de tout le comté, les gens commencèrent à se rassembler. L'extérieur du tribunal, tenant des pancartes disant la justice devrait être aveugle aux couleurs, mettait fin au dit judiciaire. Dans son bureau, le juge Harford regardait le foule grossir par sa fenêtre. Sur son bureau reposait une photo encadrée de lui prête au serment judiciaire il y a 20 ans. Promettant de défendre la justice également pour tous, pour les premières fois, il commençait à remettre en question chaque jugement qu'il avait rendu, les gardes de sécurité du tribunal qui avait traité Maï avec suspicion ce matin-là, se tenait maintenant respectueuse pour garde à vous lorsqu'elle passa. L'officier Peterson avait demandé de rencontrer personnellement pour s'excuser, mais ce demande était perdu dans le flot de messages qu'elle recevait, alors que le soleil commençait à se coucher sur cette journée extraordinaire. Le Dr. Maï Hudson se préparait enfin à quitter le tribunal. Elle avait passé l'après-midi à écouter histoire après histoire de personnes ayant subi un traitement similaire dans le système judiciaire. Dans son sac se trouvait l'enveloppe de Madame Hanson, avec des dizaines d'autres comme celle-ci. Les journaux du lendemain porteraient cette histoire en première page, mais ils se concentreraient sur différents angles. Certains sur l'accomplissement scientifique, d'autres sur l'inconduite judiciaire. Et beaucoup sur les implications plus larges pour le système judiciaire. Mais ce soir-là, alors que Maï rentrait chez sa mère pour une célébration tranquille, elle savait que ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste le début de quelque chose de beaucoup plus grand. La nuit de réflexion du juge Harford cette nuit-là. Le juge William Harford ne pouvait pas dormir, il était assis dans son bureau de domicile. Toujours vêtu de ses vêtements de la journée. Regardant l'horloge dépasser minuit, le téléviseur dans le coin était en mode muet. Mais il pouvait voir son propre visage sur les chaînes d'information à côté de celui du Dr. Gilson. Le contraste de leurs expressions racontait toute l'histoire de son visage sévère en colère. Côté de son calme digne, sa femme Suze avait essayé de le convaincre de venir se coucher des heures plus tôt. Mais le sommeil semblait impossible, au lieu de cela qu'il restait assis. Repassant les événements du matin dans son esprit, regardant les images de sécurité du tribunal pour le 10e fois sur son ordinateur portable. William, dit doucement ses fêtes apparaissent à l'embrasure de la porte aux robes de chambre. Il est minuit passé, tu dois te reposer. Comme puis-je me reposer, Susan demanda-t-il. Sa voix lourde d'émotion, as-tu vu comment je l'ai traité? As-tu vu ce que je suis devenu dans cette salle d'audience? Susan s'approchait, posait une main sur son épaule. Sur son bureau reposait une pile de lettres. Des plaintes de citoyens concernant des affaires passées. Des histoires similaires que celles du DRJ de ceux qui n'avaient jamais fait des nouvelles. Les gens les avaient envoyés chez lui toutes les soirs. Bientôt sur le banc, murmura-t-il. Prenons une des lettres, vint à penser que je servais la justice. Mais étais-je juste en train de servir mes propres préjugés? Son téléphone vibrait un autre courriel du comité de révision judiciaire. Il lançait une enquête sur ses affaires passées. En particulier celle impliquant des minorités. Ses réputations bâties sur 2 décennies. S'effondrait moins de 24 heures, le juge Harford se levait et marchait vers son mur de réalisation. Diplôme prêt. Certificat de reconnaissance. Tout cela semblait vide maintenant, il décrochait sa photo préférée. Celle de son premier jour en tant que juge, son père également juge, l'avait fait prêter serment. Que penserait-il de moi maintenant? Demanda-t-il. Plus de lui-même que sa femme, Susan s'assit sur la chaise en face de son bureau. Ton père était un homme bon. Willy, qui grandit une autre époque, peut-être que c'était chance d'être meilleur. De faire mieux. Le juge retournait son ordinateur portable et commence à faire des recherches sur les travaux du Dr. Gilson. Plus il lisait, plus il se sentait honteux. Elle avait dédié sa vie à sauver les autres. Développant des traitements qui pourraient aider des millions, et comme l'avait-il traité? Comme une criminelle, simplement parce qu'elle avait osé se défendre dans ces salles d'audience. Je devrais Paris.
dit-il enfin et se tourne vers sa femme, le seul avec le Dr. Gilson. Mais avec tout ce que j'ai laissé, hocher les têtes. L'encourageant, alors commence maintenant, quel est ton premier pas? Le juge Harford s'assied son bureau et commence à écrire. D'abord une lettre d'excuse au Dr. Gilson de un document officiel du tribunal. Mais une reconnaissance personnelle de ses préjugés et de son échec. Ensuite, il commence à rédiger une proposition pour modifier les procédures du tribunal, inclut une formation obligatoire sur les biais qu'un examen régulier des décisions judiciaires. Pour détecter d'éventuels préjugés, alors qu'il écrivait, le soleil commençait à se lever par sa fenêtre, il était resté éveillé toute la nuit. Mais son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années, sur son écran de télévision. On montrait de nouveau les travaux du Dr. Gilson pour le prix Nobel. C'est percé dans le traitement du cancer qui pourrait sauver d'innombrables vies. J'étais si aveugle, dit-il au sus, qui était resté avec lui toute la nuit, toutes ces années je pensais protéger l'ordre. Mais je ne faisais que protéger mes propres préjugés. Il regarda l'horloge 6 heures, dont 2 heures. Il devrait faire face aux médias de ses collègues et au public, mais d'abord, il devait se regarder dans le miroir, affronter les vérités sur qui il avait été et qui il devait devenir. Alors qu'il se levait enfin pour se préparer pour ce qui serait certainement l'un des jours les plus difficiles de sa carrière, le juge Harford savait une chose avec certitude. Ces nuits blanches de réflexion n'étaient que le début d'un voyage beaucoup plus long vers une véritable justice. La déclaration publique le lendemain matin. Le tribunal du comté de Jefferson semblait différent, des camionnettes de presse bordaient les rues. Une foule s'était rassemblée sur les marches de l'entrée. Les gardes de sécurité luttaient pour maintenir l'ordre alors que des journalistes étaient membres de la communauté se pressaient. Tous attendant ce qui avait été annoncé comme une déclaration publique sans précédent du juge Harford, de l'intérieur. Le Dr. Mayer Hudson était assis au premier rang de la salle d'audience 302. La même salle où tout s'était passé d'éveil, mais aujourd'hui était différent, sa mère était assise à côté d'elle puis tenant fermement la main. Derrière elle, les salles étaient remplies de journalistes, de leaders de drôles civiques et de membres de la communauté. Madame Hanson, la femme âgée de vérité, était assise à proximité avec son petit-fils. À 9 heures précises, lui s'écrie « Levez-vous tous », le juge Harford entra. Mais quelque chose en lui était différent, son carreau avait disparu. Son visage montrait les effets de ce nuit, son sommeil, au lieu d'aller à ses places habituelles. Derrière le bœuf, il marcha au centre de la salle et fit face à la foule. « Asseyez-vous. S'il vous plaît, dit-il se voix plus douce que d'habitude, ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je le dis non plutôt que juge mettre en courant qui échouait envers sa communauté. » Les salles devinrent silencieuses, les caméras cliquetaient rapidement alors que le juge Harford se tournait pour faire face directement au Dr. Gilson. « Dr. Gilson, commença-t-il. » Sa voix tremblait légèrement fière dans cette salle d'audience. « Je fais plus que simplement vous infliger une amende injuste, j'ai montré du pire type de préjugé. Celui qui se cache derrière une robe et un marteau, je vous ai regardé et j'ai vu ce que mes préjugés voulaient que je vous pas qui vous êtes vraiment. » Il marque une pause. Prenons une profonde inspiration. Je n'ai pas vu une scientifique brillante qui ait dédié sa vie sauver les autres. Je n'ai pas vu une lauréate du prix Nobel dont les travaux aideront des millions de personnes. Je n'ai même pas vu une citoyenne exercer son droit fondamental à se défendre. Je n'ai vu que ce que mon esprit biaisé voulait voir. Maïve reste à droite. Son visage calme et ses yeux intenses. Sa mère serre à sa main plus fort, mais mon échec va au-delà d'hier. Poursuivit le juge Harford, la nuit dernière. J'ai lu des dizaines de lettres de membres de notre communauté. Des histoires de préjugés, de traitements injustes dans cette même salle d'audience. Mais salle d'audience, il se tournait pour s'adresser à toutes les salles. J'ai passé 20 peu. Croire que je savais la justice, mais la vraie justice ne voit pas les couleurs. La vraie justice ne fait pas de suppositions. La vraie justice écoute. Puis le juge Harford fit quelque chose qui fit halter toute la salle. Il a enlevé ses robes judiciaires et les posé sur le banc. À partir d'aujourd'hui, oui. Je demande un examen complet de chaque affaire que j'ai présidé au cours de 20 dernières. 0 000 100. J'annonce également la création de l'initiative pour le Justice Gilson, financée par mon propre salaire, pour aider ceux qui ont été confrontés des biais de notre système judiciaire. Les sourcils du Dr. Gilson s'haussèrent légèrement à cette annonce inattendue, mais l'argent me suffit peu, continue le juge. Les actions comptent, par conséquent. Je m'inscris à un programme intensif de formation sur les biais. Et j'exige que chaque membre du personnel de ce tribunal fasse de même. Je me retire également des fonctions du tribunal des infractions routières jusqu'à ce que cette formation soit terminée. Il se tourne à nouveau vers le Dr. Gilson. Dr. Gilson, je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé hier. Votre prix Nobel me force à voir mes préjugés. Mais il ne devrait pas falloir un prix Nobel pour que quelqu'un soit traité avec dignité et respect. Dans ce tribunal, Maïe se levait lentement. Les salles retinrent son souffle attendant ses réponses. Juge Harford, dit-elle clairement, sa voix résonnant dans les salles silencieuses. Vos excuses sont acceptées. Mais pas seulement pour moi, ils sont acceptés pour le petit-fils de Madame Hanson. Pour chaque personne qui ne peut plus se défendre. Pour chaque voix qui ne peut être entendue, et le VNC s'est divisé pour se tenir face à face avec le juge. Vous avez raison, il ne devrait pas falloir un prix Nobel pour recevoir la justice. Travaillons ensemble pour nous.
Assuré que cela ne soit jamais le cas, le juge hochait la tête, des larmes visibles dans ses yeux. Les flashs des caméras remplirent le salle alors que le DR Gilson tendit la main au juge. Fort, lorsqu'il se serrait à la main, la salle éclate en applaudissements. Mais ce n'était pas seulement une occasion de photo, c'était le début d'un véritable changement. L'extérieur de la foule sur les marches du tribunal avait encore grandi. Ils pouvaient entendre les applaudissements à travers les murs. Mais ils attendaient plus que des applaudissements, ils attendaient des actions. Alors que le juge Harford et le DR Gilson sortaient ensemble de la salle d'audience. Tous deux savaient que le travail difficile du véritable changement ne faisait que commencer. Les excuses d'Audrey n'étaient que le premier pas sur un voyage beaucoup plus long vers une véritable justice. 6 mois plus tard, 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour mémorable dans la salle d'audience. 302, le tribunal du comté de Jefferson semblait différent maintenant. De nouveaux panneaux, plusieurs langues accueillaient les visiteurs. Et les gardes de sécurité saluaient tout le monde avec le même sourire respectueux. Quelle que soit leur apparence, le DR Mayer Gilson gravit les marches de granit familier cette fois. Plutôt qu'accusée, aujourd'hui, elle était là pour parler de la cérémonie de remise de diplôme de les premières classes de l'initiative pour la justice Gilson. Le même rôle qu'elle avait appris sous prix Nobel était maintenant décoré de banderoles célébrant le changement positif à l'intérieur de son vieux porte-document, avec son discours pour le prix Nobel. Elle portait quelque chose de spécial, une copie du journal du matin, le titre disait 6 mois plus tard. Comme un contrôle routier a changé un système judiciaire, en dessous se trouvait une photo d'elle et du juge Harford enseignent ensemble lors d'une session de formation sur les biais. DR Gilson, sale tête greffière qui avait autrefois été prête à encaisser son amante, se précipitait pour l'accueillir. La cérémonie veut commencer, nous avons une salle comble. Le grande salle d'audience avait été transformée, il y avait autrefois des pare-bois. Il y avait maintenant des rangées de chaises remplies de membres de la communauté, de personnel du tribunal et d'officiers de police. L'officier Peterson, qui lui avait donné les contraventions initiales, était assis au premier rang. Il était devenu l'un des plus fervents partisans du programme. Formant maintenant d'autres officiers de sensibilisation au biais, le juge Harford se tenait au pupitre. Différent de l'homme qu'il était 6 mois auparavant, son visage sévère s'était adouci. Et ses yeux montraient une sagesse acquise par l'humilité. Il y a 6 mois, commença-t-il. Ce tribunal était témoin d'un moment douloureux qui est devenu une opportunité de changement. Aujourd'hui, nous célébrons ce changement. Il partageait les statistiques. Les plaintes pour biais avaient chuté de 70%. Chaque juge du comté avait suivi une formation intensive sur les biais. Le département de police avait révisé ses procédures de contrôle routier. Mais le plus important, les histoires des jeunes étaient entendues. Le petit-fils de Madame Hunser, maintenant stagiaire au tribunal, aidait les gens à remplir des formulaires de plainte lorsqu'ils se sentaient injustement traités. L'enveloppe craft qu'elle avait donnée Maillot ce jour-là s'était transformée en une base de données d'affaires examinées pour des biais quand ce fut au tour de Maillot de parler. Elle marcha vers le pupitre. Portant les fouets son porte-au-cumul, son cœur plein d'espoir, le changement. Comment sa tête devient pas toujours de grands gestes, parfois. Il vient d'un simple contrôle routier, parfois. Il vient d'une personne disant ce n'est pas juste et d'une autre personne assez courageuse pour écoutez, il regarda le juge Harford, qui hocha la tête respectueusement, ces 6 derniers mois. Nous avons vu ce qui peut arriver quand une communauté décide d'affronter ses problèmes. Honnêtement, pendant que j'étais à Stockholm pour accepter le prix Nobel, le juge Harford était ici. Examinons les anciennes affaires, écoutons les histoires des jeux, apprenons de ses erreurs. L'audience applaudit alors que Maï brandissait un épais dossier. Ce dossier contient 50 affaires qui ont été annulées, raison de biais prouvées, ce sont 50 vies changées. Mais plus important encore, cela représente des milliers d'affaires futures qui seront traitées différemment grâce à ce que nous avons appris ici. Elle se tourne vers les classes diplômes, personnel du tribunal, officiers de police et jugés terminés de programme de formation sur les biais. Votre certificat aujourd'hui n'est pas seulement un morceau de papier, c'est une promesse de voir les gens comme des personnes, peu comme des suppositions, une promesse d'écoute avant de juger, une promesse de servir la justice véritablement, équitablement. L'officier Peterson se leva le premier. Déclenche l'innovation debout qui emplit les salles d'audience, au fond. Les caméras de télévision tournaient, capturant ce moment pour les stations à travers les pays. D'autres tribunaux avaient commencé. Apple voulait mettre en place des programmes similaires après les cérémonies. Mais le juge Harford se tint sur les marches du tribunal pour des photos. Une jeune fille noire dans la foule brandit une pancarte et quand je serai grande, je veux être juge 0,100 milliards 0,100 millions 0,100 000 0,100. Maïe sourit la fille puis au juge Harford. Regardez jusqu'où nous sommes allés, dit-elle. Regardez jusqu'où nous devons encore Ald, répondit-il. Mais ce vol était plein d'espoir. Zativnikas Votamskai Dipen d'intro Velve Indigo. Dr. Maïe Gilson drovre familière on des civic past de stop sign at ma plan pin. The vegis potoué que singlement vratspak la révolution. Je suis au coup de rail. Based in the soft group of street lay, felt gensfond, 6 months ago. This intersection had been the stage for injustice that would change life and the life of
Countess Azeuse, l'intas schisloudre kaf maillard noticed samin new. The nouveau june branch that obscured the stop sign rad been meticulously chimned. Jivilini bowl jet octagon, beneath a small bronze plaque limned the moonlight. Inscribed with those that took Roger it is a Judson moment where change began. Stop the sign last as she had that fatful day to steady on the wheel, beauty type. She wasn't alone, behind the tricky line of car waited patiently. The driver pugin at the plaque. Some nodding in seal recognition, spherosic with meaning. As if the neighborhood Alfred posed upon the transformation born rich, Mayus rat. Swelled with a mix of pride and humility, she owed back to that morning 6 months prior. When the flash of jade and blue light had marked the beginning of a journey she could never have. Fossin, the memory of standing before Jurafeben revoiced steady despite his disdain. Flickered in remind, that momtra tested her. Butitrad also ignited a fear within her fear that had spread. Illuminating the shadows of Vielcochums across Effusen County and beyond. As she gazed at the plaque. May's Otendinwood, she had learned that courage wasn't just about estate and the yen jab too. Injustice it was about doing so with grat. Even when the world seemed stacked against you, rough as the echoed in her heart fight for. Rojaite my fait but la dignity be your shield. That les surat kajid rejo the coachum. Jo the car over Nobel Prize announcement. And Jus man sovade que si that followed. She realized now that rechange did come shom grand gesture alone but jom the qui resolve. To speak June no matter how small the stage, the plaque wasn't just a tribute for her. It was a testament with the person who had to challenge and fairness. From Mrs. Mulson's Gjandesan to the countless as the rose story had fueled this movement. Rough on base softly on se passant J-site. Pauline rough jomre revry, it was a message from ramasse. The woman whose sacrifice had paved the way for May's dream, I'm so proud of you. Miguel did, you've shown the world what justice looks like May 000. Release misting move, she out of the hegemony of that day. If she had spoken to the first graduate of the Gilson Justice Initiative, the coach. On se place of call Jude had been filled with up Jew office. And clacks united in the commitment to fairness, office epitose. On se source of an aesthetic trad stood among them. Na fait it of awareness, je are for. Riz turned face of an be humility trad shaped the podium with her. Riz apologies still resonating in remind the less of this 6 months web found. My had learned that justice wasn't a static ideal but a living promise. One that required constant vigilance to proud. She had seen rare single act of defiance refusing to accept un fair fin could ripple outward. Inspiring a community to do better, but she had also learned the path of forgiveness. Jurafe transformation to jump and blinded be prejudice to one advocating for change. Rad shown that redemption was possible when Rawe open to show. This journey rad touch that change wasn't just about dismantling broken system. It was about building new ones that have no matter how many lives could be read. As a carbine related. Mile took a moment to look up at the star, the night felt alive with possibility. It twinkling light she minded of the life stat business movement. She out of the angle at the hegemony sign proclaiming. You want to be a Juan scientist that image filled my with up. The promise that the next generation would inherit world where justice was not as a but. Reality, reboon rolling this transformation spec bill $150 ticket. Felt bo rambling and empowering, il minded that the smallest member of courage could shift. The course of wrist gesture whisper to herself. The greatest change stat with the tiniest spacks, and something. Justice neatly capable to jolly ship just the grip d'agent moving forward. The plaque glinting in a view mirror, the joe d'arrêt was long. With more battles to fight and more story to uplift, but as a good dry faded into the night. Maïekaji d'atier certainty. One woman stand at a stop sign rad opened the eyes of a nation to juvin that justice. When fought for with rat and Joe could light the way for all,